Bonjour à tous. Déjà merci de votre présence et merci au DevOps Day de nous accueillir aujourd'hui. Donc, moi c'est Hugo et voici Thomas. Et donc si on est là aujourd'hui, c'est pour vous faire un retour d'expérience sur le développement d'un orchestrateur de conteneurs en Rust. Mais on va commencer par se présenter. Donc moi, comme je l'ai dit, c'est Hugo. Je suis en 5e année d'apprentissage Cloud DevOps à Polytech Montpellier. Et étant apprenti, je suis en même temps, donc je travaille pour une entreprise qui s'appelle NetExplorer, qui propose une solution de stockage et de gestion de fichiers dans le cloud. Et là-bas, je suis développeur full stack et je suis principalement des technologies web. J'utilise des technologies web comme du TypeScript ou du Vue. Ok, bonjour à tous. Donc moi c'est Thomas Gouveia. Donc je travaille à Yoterop en tant qu'apprenti ingénieur cloud DevOps où je gère notamment toute la partie infrastructure sur AWS. Comme Hugo, je suis collègue de promotion d'Hugo. Donc en 5e année d'école d'ingénieur cloud DevOps à Polytech Montpellier, qui est une nouvelle formation qui est ouverte récemment et dont on sera les premiers diplômés en septembre prochain. Et sur mon temps libre, j'aime bien développer de petites choses, des petits scripts, des petits outils en Rust ou en Go ou autre langage qui me ferait envie sur le moment. Et je suis particulièrement appréciatif de tout ce qui est l'écosystème d'HashiCorp, donc tout ce qui est Terraform, Vault, Consul, etc. Donc du coup, pour commencer, on va juste vous poser une petite question. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, si vous utilisez aujourd'hui un orchestrateur de conteneurs dans votre entreprise, donc que ce soit Kubernetes, Apache Mesos ou n'importe quoi d'autre? Ah ouais, quand même. Ok. Bon, du coup, finalement, le résultat qu'on vient de voir là, c'est que ça illustre bien le chiffre qu'on a ici. Donc ce chiffre, donc 96%, c'est un chiffre qui a été mis dans le sondage de la CNCF de 2021. Donc la CNCF, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Cloud Native Computing Foundation. C'est un organisme qui régit tous les projets, on va dire, open source qui sont liés aux technologies cloud et containerisation. Et du coup, sur une population à peu près de 2300 personnes sondées, on a environ 96% des organisations qui utilisent ou qui sont en train d'évaluer Kubernetes aujourd'hui. Et c'est un chiffre qui pour nous est extrêmement important parce que du coup, il témoigne de l'adoption d'une telle technologie et du cloud plus généralement dans les dernières années. Et c'est quelque chose qui continue d'évoluer. Mais finalement, du coup, nous, ce qu'on se pose comme question derrière, c'est pourquoi est-ce que Kubernetes ou technologie similaire a vraiment aidé à l'adoption du cloud. Oui, donc nous, dans notre formation, on apprend à utiliser donc ces technologies de containerisation, donc du Docker, du Kube, etc. Comme étant des étudiants, souvent, on a utilisé toutes ces technologies sans vraiment les comprendre. Donc voilà, on va vous expliquer à travers ce retour d'expérience comment donc le développement d'un orchestrateur de conteneurs en Rust, ça nous a permis à mieux appréhender et mieux comprendre tout ce qui est fonctionnement des conteneurs et de leur orchestration. Donc ça va se passer en 4 temps. Dans un premier temps, on va vous faire un contexte sur ce projet. Ensuite, on vous expliquera donc les différents challenges auxquels on a eu à faire face. On continuera par une petite démonstration du projet tel qu'il est aujourd'hui. Et on finira par vous présenter les différents retours et les éventuelles évolutions au projet. Ok, donc du coup on va commencer, donc, comme l'a dit Hugo, en mettant un peu de contexte sur le projet. Donc qu'est-ce que RIC et finalement en fait d'où ça sort cette idée et un peu présenter toute l'architecture qu'il y a derrière et tout ce qu'on a pu concevoir à travers ce projet. Donc dans un premier temps, donc pour mettre un peu de contexte sur le projet, donc il faut savoir donc on est une promo relativement petite, on était 12 étudiants en première année lorsqu'on a eu le projet. On suivait un cours de virtualisation et de continuation qui était dispensé par Samuel Ortiz ici présent dans la salle. On avait un niveau relativement hétérogène, on avait la plupart, donc à peu près 11 étudiants qui venaient d'un diplôme informatique précédent, donc que ce soit IUT, BTS ou autre. Et on avait un étudiant qui venait de prépa intégrée, donc il n'avait pas forcément du tout les mêmes bagages techniques que les autres au niveau technologique. Et c'est quelque chose qui a compté dans le projet, et on y reviendra juste après. Et Rust était le langage qu'on utilisait pour tout ce qui était travaux pratiques. Alors pourquoi Rust ici? Je pense qu'on n'a plus forcément besoin de le présenter ces dernières années. Rust qui vise à remplacer le C et à contrer toutes les problématiques de C, donc tout ce qui est gestion de mémoire, la sécurité, etc.
Et du coup, Rust était un langage plutôt approprié pour faire des choses à assez bas niveau. Donc du coup, RIC, c'est l'acronyme finalement de Rust in Cube. Alors pourquoi dans ce sens me demandez pas pourquoi, pardon. On a choisi ça... ça sonnait mieux. Ça sonnait mieux et on a choisi ça d'un commun accord avec le reste de la promo. Et du coup, l'idée première de RIC finalement, en fait, c'était d'avoir un orchestrateur de workload. Donc workload, c'est une charge de travail. Une charge de travail, finalement, en fait, ça va juste être, par exemple, une description d'une tâche à effectuer. Donc, par exemple, lancer un conteneur, lancer un script ou lancer une machine virtuelle. Et finalement, en fait, RIC devait être un orchestrateur de charge de travail qui embarquait toutes les bonnes pratiques cloud d'aujourd'hui, donc tout ce qui est le scaling, la résilience, la tolérance aux fautes, etc. Et la plus-value qui devait avoir comparé à un Kubernetes aujourd'hui, c'était de pouvoir aussi orchestrer donc, tout ce qui est des machines virtuelles et également des applications bare metal, donc par exemple un simple binaire ou un simple script. Donc à l'annonce du projet, c'est un peu voilà, les émotions par lesquelles on est passé. Alors il faut savoir, comme on l'a dit, on était en première année. On venait de faire plusieurs cours de Rust, donc Rust, courbe d'apprentissage assez haute. Puis en première école d'année, en école d'ingénieur, c'était assez complexe pour nous avec le niveau hétérogène qu'on avait. Donc au début, on s'est dit, on nous a passé un projet, on était en plus la première promo de cette formation, on s'est dit, c'est impossible, ça va être impossible parce que voilà, ils nous ont donné un projet trop complexe, etc. Mais après, plus Samuel Ortiz nous donnait des détails sur le projet, plus on a commencé à se dire, à dédramatiser, à dire ok, comment on va faire, quelle est la meilleure façon de mener à bien ce projet. Donc voilà un peu la roadmap qu'on a eue sur ce projet. Je dirais roadmap assez classique. Voilà, le projet s'est déroulé de avril à juillet 2020. Donc on a eu 3 mois pour faire ça. Donc il faut savoir qu'on avait ce projet, mais on avait aussi d'autres projets à côté. Donc c'était au niveau organisation, c'était un gros challenge. Juste les quelques différences. Donc voilà, partie design, on a dû faire. Donc on était par équipe de 2 ou 3 personnes par composant. On expliquera après quels sont ces composants. Et après, on fonctionnait en fait en mode open source, donc sur GitHub. Donc on était à base de issue, PR, donc il y avait toute la partie review et validation. Et après, on est passé au développement pour la première release en juillet 2020. Ok, donc maintenant qu'on a mis un peu de contexte, on avait juste oublié de préciser que le projet est open source, même aujourd'hui, si ça vous intéresse, on mettra le lien à la fin du slide pour que vous puissiez regarder. Mais du coup, maintenant, on va rentrer un peu dans le technique et dans la conceptualisation du coup de ce qu'est RIC. Dans un premier temps, donc, on a un schéma relativement classique. On va avoir une command line interface. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? C'était pour nous le plus rapide à implémenter. On pourrait très bien aujourd'hui envisager de brancher une appli web ou autre. Derrière, c'est une API REST comme on va le voir. Et du coup, on a notre premier composant, donc qui va être le contrôleur. Alors si on doit faire le parallèle avec Kubernetes, ça serait l'équivalent de l'API server combiné avec le contrôleur manager. Et derrière, du coup, notre contrôleur, Hugo va vous le présenter plus en détail, communiquera avec d'autres composants qu'on va voir juste après. Donc voilà, comme Thomas l'a dit, donc la CLI va communiquer en HTTP. Lui, ce composant, le contrôleur, il va exposer donc 2 API. Une API externe, donc HTTP pour communiquer avec la CLI, et une API interne, donc du gRPC, donc on expliquera plus en détail pourquoi ce choix, qui communique avec le scheduler. Et en fait, nous, le contrôleur, ça va être vraiment la source de vérité du cluster. Ça va être lui qui va stocker l'état du cluster. Donc nous, pour stocker cet état, on a choisi une base de données SQLite. Alors on n'était pas responsable de ce composant, mais pourquoi SQLite et pas avoir directement utilisé ETCD? C'était simplement par souci de simplicité. Au début, en fait, ça devait être un début pour commencer le projet en choisissant SQLite, puis après passer à ETCD, mais ça s'est pas fait, donc voilà. Donc voilà, comme je l'ai dit, le contrôleur communique en gRPC donc, avec le scheduler. Donc gRPC, donc protocole créé donc, par Google en se basant sur l'RPC. Donc on utilise ça pour tout ce qui est communication interne entre les composants. Ça permet de définir donc, des contrats et des interfaces API entre les composants. Et donc on a le contrôleur et le scheduler qui forment pour nous le master node. Donc vraiment celui qui gère tout le cluster, etc., le redondancement des workloads.
Pour rentrer un peu plus en détail dans le scheduler, de la même façon que le contrôleur, il va exposer deux API. Cette fois gRPC, une API qui va communiquer avec le contrôleur. Donc quand le contrôleur va recevoir une workload, de la CLI, il va ensuite le transmettre au scheduler. Lui, en interne, le scheduler va stocker, donc il va avoir un manager qui va s'occuper d'en fait toute la gestion pour regarder s'il y a des différences dans son état. En fait, lui, il va avoir un état interne il va avoir en fait une liste de ses nœuds, on en parlera après. Donc lui, il saura, en recevant des métriques de la part des nœuds, si ces nœuds sont en vie, et il pourra donc savoir où scheduler ses workloads. Donc comme l'a présenté Hugo, on a donc le dernier composant qui compose notre solution RIC, qui est le Node Agent, donc qui va être l'équivalent finalement du kubelet au niveau Kubernetes. Et d'ailleurs c'est relativement rigolo parce que du coup on l'a appelé RIClet. On n'a pas eu beaucoup d'originalité pour ça, je vous l'accorde. Pas trop d'inspiration. Et du coup, ce composant, va être un peu finalement un des plus importants parce que c'est lui qui va vraiment faire toute la partie déploiement et création des conteneurs, etc. Donc comment est-ce qu'il marche? Donc on a un premier endpoint, un seul endpoint pardon, qui est un endpoint gRPC, donc qui permet la communication bidirectionnelle avec le scheduler. Et donc au sein de l'agent, on a trois composants internes qui vont être donc le metrics exporter qui lui va être chargé de récupérer toutes les métriques sur la machine, donc que ce soit l'usage CPU, l'usage RAM, l'usage des conteneurs ou autre, de les remonter donc via le flux gRPC au scheduler pour qu'il puisse lui derrière savoir est-ce que je peux scheduler tel workload sur tel nœud ou pas. Et ensuite du coup on a la partie donc container manager qui elle va s'interfacer avec un outil donc runc qu'on présentera un peu plus en détail juste après pour créer les conteneurs. Et on a la partie donc OCI Image Manager qui va s'interfacer finalement avec Scopeo et Moki qui sont deux petits outils qu'on va également présenter ensuite qui permettent notamment la manipulation des images OCI. Et ces trois composants forment du coup notre Node Agent. Du coup, comment est-ce qu'on démarre un conteneur aujourd'hui quand on lui dit démarrer un conteneur par exemple avec l'image ici Ubuntu Lightest. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on a développé en interne en Rust des espèces d'interfaces qui vont permettre de piloter finalement des binaires sur la machine. Donc Scopeo, Umoki et runc. Donc dans un premier temps, au final, on va demander à Scopeo donc, de récupérer l'image. Aujourd'hui, on supporte que le Docker Hub. Donc on va demander à Scopeo donc, de récupérer l'image Ubuntu Lightest sur le Docker Hub. Cette image, il va la récupérer et la copier donc, sur le disque local via le dossier en dessous. Donc ce dossier va être composé de deux autres dossiers et d'un fichier. Donc on a le dossier OCI Layout qui lui va contenir en fait la structure de l'image OCI. OCI qui est Open Container Initiative et qui régit finalement en fait toute la spécification des conteneurs, des images, comment elles doivent être formées pour que ce soit un peu standardisé et que tous les outils puissent développer leurs propres implémentations. On a le dossier blobs qui lui contient les layers finalement de l'image. Donc par exemple quand vous allez dans un Dockerfile écrire from, run ou autre, ça va créer une layer et dans ce dossier donc on aura toutes les layers et via le fichier donc index.json qui est également présent, on va avoir la méthode et l'ordre dans lequel on doit reconstituer ces layers afin de former le rootfs qu'on va voir juste ensuite. Du coup, une fois qu'on a récupéré l'image, on va appeler donc Umoki qui va lui permettre de manipuler l'image OCI, donc de créer un bundle OCI qui lui va permettre de lancer un conteneur. Umoki qui permet également de faire de la customisation de l'image OCI, c'est-à-dire par exemple changer les variables d'environnement, changer les différents namespaces ou autres. Et du coup, il va créer donc un bundle OCI qui contient lui un rootfs. Donc là, c'est le rootfs du conteneur en lui-même, c'est le file system qui va être monté dans le conteneur. Et on a le config.json qui lui, du coup, contient tout ce qui est les variables d'environnement, les process, les namespaces, les cgroups, enfin vraiment tout ce qui va permettre de créer le conteneur sur la machine derrière. Et finalement, du coup, on a runc qui lui est piloté également en Rust et qui va du coup juste prendre en paramètre le bundle qui aura été précédemment créé et va lancer un conteneur sur la machine, comme on le verra dans la démo juste après. Pour faire le comparatif, on l'a un peu dit, pour faire le comparatif entre un cluster RIC aujourd'hui et un cluster Kubernetes,
En fait, le schéma à droite, c'est vraiment un schéma très simplifié. C'était juste pour coller à ce qu'on a aujourd'hui. Les seules différences, comme l'a dit Thomas, c'est que le contrôleur, il va chez Kubernetes, c'est deux composants, l'API serveur et le contrôleur manager. À l'intérieur, si on ne se trompe pas, ça communique uniquement en HTTPS. Et ce qu'on n'a pas aussi dans les nœuds workers, c'est donc le kubelet pour nous, c'est le Ricklet, le Node Agent. Et ce qu'on n'a pas, c'est le kubectl. Donc ça va voir aujourd'hui, dans Rick, il n'y a pas tout ce qui est gestion de réseau. On ne pourra pas, par exemple, si on déploie un conteneur Nginx, on ne pourra pas déployer un serveur web, par exemple. Donc c'est des améliorations qui peuvent être apportées par la suite à ce projet. Le projet aujourd'hui, il peut donc exécuter des workloads de conteneurs. Pourquoi pas à l'avenir, on peut exécuter par exemple, monter une VM ou etc. On a tout ce qui est workload recovery. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, si un worker node tombe, le scheduler va le détecter parce qu'il recevra plus de métriques de la part de ce nœud, et automatiquement, il reschedulera la workload sur un autre nœud s'il y en a un disponible. Et on a ce qui est le multinode scheduling, donc de la même façon, si le scheduler sait qu'il a un ou n nœuds disponibles, il va pouvoir scheduler de façon random ces workloads. Et finalement, donc du coup, par rapport à l'idée de base qu'on a évoquée tout à l'heure, ce qui nous manquerait aujourd'hui, ce serait de pouvoir faire du multi-tenant, donc c'est-à-dire d'avoir par exemple un cluster sur lequel on va pouvoir brancher par exemple plusieurs entreprises sans qu'elles puissent être au courant qu'il y a d'autres personnes qui sont sur le même cluster qu'elles. On a du coup pas de réseau comme l'a expliqué Hugo, parce que pour différents problèmes qu'on verra dans la dernière partie. Et on n'a pas du tout de schedule aujourd'hui, donc de machines virtuelles ou de workload bare metal, donc de script ou autre. On est juste pour des conteneurs. Voilà, et si je dois ajouter, on n'a pas non plus tout ce qui est tolérance aux fautes et haute disponibilité, c'est pas disponible aujourd'hui. Les différents challenges, on va vous présenter maintenant les différents challenges auxquels on a fait face, et il y en a eu pas mal. La partie design, tout d'abord on a dû isoler les composants. Alors on a essayé, même en se basant sur le modèle de Kubernetes, on s'est quand même posé la question de déjà comprendre comment ça fonctionne, quel composant va être responsable de quelle tâche, etc. Donc c'était un challenge assez complexe, et, surtout qu'on était dans des équipes différentes, donc il ne fallait pas qu'il y ait de conflits, etc. Le design d'API, dans le sens où elles ne vont pas être beaucoup mises à jour, parce qu'étant des équipes différentes, travaillant sur différents composants, si pendant le projet les API changent tous les jours et on ne se met pas d'accord dès le début sur les interfaces que l'autre composant va implémenter, ça va y avoir d'autres conflits et une perte de temps sur le développement. Donc gRPC, ça nous a beaucoup aidé sur ça, et on s'est mis d'accord dès le début aux différents JSON qu'on devait recevoir, aux différentes interfaces qu'on devait recevoir, etc. Ok, donc du coup pour la partie technique, donc les défis qui ont été pour nous le plus important et le plus difficile. Bon, tout d'abord Rust, qui n'est pas le langage le plus facile d'appréhension au premier abord, avec les nouveautés qu'il apporte comme le lifetime, etc. Donc Rust a été vraiment un challenge relativement important pour toute la classe, et notamment, comme je l'ai dit, on avait des gens qui venaient de différents horizons et on n'avait pas tous le même bagage technique, donc il a fallu essayer de mettre à niveau tout le monde pour travailler sur le composant, sur ce projet-là qui était relativement complexe d'un point de vue global. Donc du coup Rust était vraiment un challenge. Au final, aujourd'hui, c'est quelque chose qui pose toujours problème à certains d'entre nous. C'est vraiment un langage qui, si on ne pratique pas, je pense, est difficile de maîtriser. Ensuite, toute la partie, tout ce qui était la compréhension des conteneurs, très bas niveau. Donc finalement, en fait, on utilise nous runC derrière, mais comprendre en fait ce que runC lui fait derrière aussi, parce que finalement, en fait, on se retrouve avec, comme j'ai dit tout à l'heure, un bundle OCI. Dans ce bundle, on a un fichier config.json, et dans ce config.json, on a plein d'informations, donc le namespace et ses groupes. Et finalement, en fait, on se dit, mais qu'est-ce que c'est concrètement, à quoi ça sert et comment ça marche derrière. Et du coup, on a dû faire beaucoup de recherches, beaucoup de documentation sur des blogs parfois, des blogs qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on cherche, par exemple, sur Stack Overflow ou autre. Non, là, il n'y avait pas de réponse sur Stack Overflow. Ouais, c'était compliqué. Mais du coup, finalement, ça s'est bien passé. Après des petits POC de documentation et tout, on a réussi à comprendre comment tout ça fonctionnait.
et également tout ce qui est la spécification OCI, donc pourquoi ça existe et pourquoi ils définissent des standards qui permettent des implémentations différentes. Ensuite, on avait donc tout ce qui était la partie mécanisme d'orchestration. Donc par là, j'entends en fait comment est-ce qu'on va savoir que par exemple je veux déployer 3 conteneurs dans mon cluster. Comment est-ce que je sais quel nœud peut les accueillir par rapport au CPU, par rapport à la RAM, par rapport peut-être potentiellement aux demandes de l'application qui peuvent être plus gourmandes en fonction des applications. Donc tout ça, c'était des mécanismes également qu'on a dû poker, qu'on a fait des tests, et notamment c'est pour ça qu'on est arrivé sur du random au niveau du scheduling. On aurait très bien pu implémenter par exemple du round robin, mais finalement le random était le plus simple dans un premier temps à implémenter, sachant que le projet est aujourd'hui un MVP. Et dernier point technique, c'était tout l'aspect Remote Procedure Call, ou gRPC, comme l'expliquait Hugo, qui est un framework développé par Google. Et finalement, en fait, gRPC, au-delà de proposer des API, des standardisations d'API via des contrats, il va également permettre de générer du code à partir de ces contrats-là. Et du coup, comprendre finalement en fait, ce qu'on écrit dans notre contrat gRPC, qu'est-ce que ça va générer derrière, qu'est-ce que nous, on va avoir besoin d'écrire comme code qui va permettre de faire l'interaction avec le reste de l'application. Dernier challenge au niveau humain. Comme on l'a dit plusieurs fois, on avait pas mal de niveaux hétérogènes. Je pense qu'on a fait aussi pas mal de mauvais choix au niveau des équipes. Il y avait des équipes qui avaient vraiment un niveau et des bases de connaissances assez faibles par rapport à d'autres. Donc il y avait des équipes qui avançaient très vite et d'autres beaucoup moins. Donc c'est là qu'on a perdu beaucoup de temps parce qu'il y a des équipes qui étaient un peu en retard par rapport à d'autres. Et comme la plupart des projets, surtout étudiants, on a respecté, je pense, aucune deadline qui nous avait été donnée. On est arrivé, quand même, on le dira après, à la fin, à quelque chose, à un MVP dont on est assez fiers. Mais oui, la coordination des équipes, ça a été vraiment un gros challenge. Ensuite, comme j'ai dit, gérer des gens avec des bases de connaissances différentes. Ce qui est la force de la formation et de la promo qu'on avait, c'est le petit nombre qu'on avait, on n'était que 12. Donc ça a permis on a été très solidaires de ce côté-là. On s'est beaucoup aidé entre nous. Même si, comme je l'ai dit, les équipes n'avaient pas le même niveau, on a quand même essayé, pour ceux qui avaient des difficultés, les aider un peu. Et je pense que tout le monde a beaucoup appris sur ce projet. Ok, donc du coup, on va maintenant vous faire une petite démo en fait de Rick. Donc pour cette démo, juste le temps qu'Hugo se mette en place, on a déployé Rick sur Google Cloud. On a mis ça dans un network Google Cloud. On a 3 instances. Donc on a une instance qui va être le nœud maître, qui va contenir le scheduler, le contrôleur. Et on a du coup connecté 2 workers qui eux ont uniquement le Ricklet dessus et qui ne sont pas accessibles également extérieurement. Il n'y a que le master qui lui a une IP publique aujourd'hui pour pouvoir communiquer. À savoir qu'on n'a pas de sécurité ni rien non plus qui permet de sécuriser la communication entre la CLI et le contrôleur, etc. Du coup, je laisse Hugo prendre la suite. Donc là, j'ai plusieurs terminaux d'ouvert. Donc celui-là, ça va me permettre, je vais montrer toutes les commandes que je vais faire avec la CLI. On s'est déjà connecté au préalable à toutes les VM. Donc là, vous pouvez voir, il y a déjà des logs parce qu'on a déjà fait des tests avant le début de la présentation. Donc là, je vais avoir le contrôleur. Dans l'ordre là, le contrôleur. Ici, tout ce qui est scheduler. Le worker 1 et le worker 2, donc les 2 workers qui sont déployés. Donc là on a les logs qui tournent en service sur la machine. Il me semble que c'est des Debian, si mes souvenirs sont bons. Donc on va commencer par vous montrer, donc on a beaucoup parlé de workload, mais on va vous montrer maintenant à quoi ça ressemble. Donc nous, une workload, c'est comme ça. Alors on s'est un peu inspiré du modèle de Kubernetes, avec tout ce qui est API version, le type, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le nom de cette workload, ce qui va permettre, après en générant un UID, si on est déploie plusieurs, de reconnaître les workloads qu'on a déployés. Et donc dans les specs, pour l'instant on a juste les conteneurs, donc on donne juste le nom du conteneur qui va être déployé, donc c'est une liste, et l'image qu'on va utiliser, là ça va être l'image Alpine en latest. Donc pour déployer ma workload, je vais commencer par créer la workload en lui passant le fichier. Parce que en fait, donc là, avant de la créer, de créer cette workload, ça va nous permettre donc de la stocker dans le contrôleur et pouvoir la déployer à notre guise si on le souhaite. Donc là, je la crée.
Donc on voit bien qu'elle a été créée avec un ID. Si je regarde, par exemple, si je regarde les workloads qui ont été déployés, donc comme je l'ai dit, il y en a déjà une. Et là, j'ai ma Alpine qui a bien été déployée. Si je regarde un peu dans les logs, on voit bien que la workload a bien été créée, donc elle est bien stockée dans la base de données du contrôleur. Maintenant, on va prendre l'exemple, j'ai envie de déployer ce contrôleur Alpine sur un des nœuds. Je vais tout simplement créer une instance de cette workload, donc je vais lui faire un resetl create instance et je vais simplement lui passer l'ID de la workload que j'ai créée, donc dans ce cas-là c'est celui-ci. Si j'arrive à cliquer. Voilà. Donc l'instance a bien été créée, voilà. On voit bien que si je fais par exemple un get instance, j'ai bien mon DevOps Alpine. Dans le contrôleur, on voit bien qu'il a bien reçu toutes les métriques, donc le contrôleur a été déployé, juste ici. Le scheduler, donc lui, donc il a l'état de tous ses nœuds. Quand il schedule une workload, il l'envoie à un nœud. Lui, dans son état interne pour la workload, il passe en état donc creating, donc c'est en train de créer. Il n'a pas encore eu la réponse du nœud worker, comme quoi ça a bien été créé. Et quand le conteneur donc lui envoie et le nœud worker lui dit bien, ok, j'ai bien créé le conteneur, il passe en statut running. Et donc là, ça a été déployé donc dans le worker 0. Là, on voit bien que ça a bien été déployé. Après, si je peux donner un autre exemple, je peux donner par exemple une autre workload. Cette fois avec 2 containers. Donc la seule différence, en plus de l'Alpine, j'ai aussi Ubuntu dessus. Donc de la même façon, je vais créer une workload en prenant le fichier. Là, pareil, je crée une instance de cette workload. En prenant donc l'ID qu'on m'a fourni. Voilà, ça a bien été créé. Voilà, les 2 containers, là, il a bien reçu le contrôleur, comme quoi ça a bien été aussi créé. Et là, si je regarde dans quel... Là, ça a été déployé dans l'autre, voilà, comme on peut le voir. Le tout container, ça a été déployé dans l'autre worker. Donc, on peut montrer que c'est bien, un conteneur donc Ubuntu et pas Debian comme c'est sur la VM. C'est bien ça. Ah, okay. Donc là, je suis bien dans un Debian. Ici, par exemple, donc là, j'interagis directement avec runc pour connaître l'ID de mon conteneur. Donc dans ce cas-là, si je prends par exemple Ubuntu, l'ID ça va être celui-là. Et donc, si par exemple je lance la même commande dans le conteneur, donc là on voit bien que je suis bien dans un Ubuntu et que c'est bien donc un conteneur qui a été déployé. Pour finir, on va tester donc comme on a dit la workload recovery. Si par exemple là sur le worker 1 le nœud tombe, donc je vais arrêter donc le service qui fait tourner le node agent. Requlet. Hop, là il est bien stoppé. Donc est-ce qu'il détecte bien? Ouais, ça peut paraître, le process peut être un peu long, du temps qu'il récupère, mais du coup, dès que ça va se faire, ça va être relativement instantané. Alors, en espérant que ça prenne pas trop de temps non plus aujourd'hui. Ouais. Il faut être un peu capricieux. Ouais, il est en train. Ok, là, il est en train de rescheduler et de recréer. Donc là, si on voit bien que là, la workload que j'ai déployée sur le worker 1, c'est redéployé sur l'autre worker qui lui est en vie. Ok, donc du coup, c'est tout pour la démo. Désolé, on peut pas vous montrer plus. Du coup, on va passer donc à la partie vraiment retour et les différentes évolutions du projet aujourd'hui.
Donc finalement, en fait, qu'est-ce qu'on retient de ce projet en positif? Donc qu'est-ce qu'on devrait refaire si jamais on avait à refaire ce projet ou repartir de zéro demain? Déjà, la distribution du travail entre les équipes, c'était relativement bien. D'avoir une équipe par composant, ça permettait d'être relativement peu. Comme l'a dit Hugo, on était 2 ou 3. Ça permettait d'avoir une communication efficace. On essayait de s'aider, de faire progresser les autres en fonction des niveaux et autres. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment bien qu'on a trouvé bon et qui nous a permis d'être efficace. On a aujourd'hui du coup une représentation, donc bon, on est d'accord, très minimale de ce qu'est Kubernetes, mais finalement, on se rend compte que derrière, c'est pas hyper compliqué, c'est juste que derrière, eux, ils ont des milliers de contributeurs qui font des PR tous les jours, et des ingénieurs bien plus expérimentés que nous aussi. Mais du coup, on est relativement satisfait finalement du projet parce qu'on a réussi à faire ça en 3 mois en étant étudiant, ce qui, je pense, est relativement valorisant pour nous. On a également, donc du coup, comme je viens de le dire, la satisfaction du MVP parce que c'était, comme l'a dit Hugo, au début, on pensait vraiment pas qu'on arriverait à faire ce projet-là. Ça nous paraissait impossible et inimaginable, mais du coup, finalement, ça s'est fait. Et du coup, pour finir, la partie gRPC, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé parce que du coup, comme l'a dit Hugo, on voulait avoir quelque chose qui soit relativement clair, défini, qui nous permettait, qui allait ne pas être mis à jour toutes les 2 minutes parce que quelqu'un a dit tiens, j'ai oublié tel truc dans ma payload JSON ou autre. Là, on avait quelque chose de clair. Dès qu'il y avait une mise à jour, on avait du semantic versioning, donc on pouvait récupérer le paquet en question. Ça évitait de casser à chaque fois toutes les applications et tous les composants. Bon, bien sûr, premier projet, il y a eu pas mal aussi des bons points, mais pas mal de choses à améliorer. Premier point, il n'y a pas de SDN, donc Software Defined Network dans le cluster. Voilà, ça peut être une amélioration. Alors c'était, voilà, comme on l'a dit, on a mis dans cette équipe, c'était 2 élèves qui peut-être avaient un niveau plus faible et qui avançaient moins longtemps. Donc eux, ils ne sont pas arrivés à MVP malheureusement, mais ça peut être une voie d'amélioration pour ce projet. Meilleure communication. Alors c'est vrai que voilà, la communication interne dans les composants, ça c'était un très bon point, mais entre les équipes, il y avait parfois quelques conflits, quelques quiproquos, donc voilà, ça nous a fait perdre un peu de temps sur le développement du projet. Bien sûr, comme dans tout projet, un peu plus de documentation et de tests. Des tests, il y en a un petit peu, je crois, dans le scheduler, mais très peu, vraiment sommaire. Et de la documentation, bon, il y en a, on va être honnête, il n'y en a pas du tout. Donc là, c'était une grosse erreur de notre part. Bon, c'était notre premier projet, donc faut pas nous en vouloir. Mais on a appris de nos erreurs et maintenant on essaye. On sait que la documentation, surtout dans l'open source, c'est vraiment la clé parce que là, je vous mets au défi d'essayer de monter un cluster rig chez vous. Bon courage. Voilà, tout ce qui est là aussi, comme dans tout projet, au niveau management de team et la synchronisation entre les équipes. Il n'y avait pas vraiment de chef de projet, c'était pas vraiment défini, il n'y avait pas de PO, il n'y avait pas vraiment de méthode de gestion de projet, on était voilà, une sorte d'agile, etc. Donc vraiment on ne savait pas qui devait faire quoi, qui était responsable de quoi, donc voilà. On l'a ensuite amélioré dans les autres projets. Du coup, finalement, donc qu'est-ce que concrètement le projet nous a appris? D'abord, Rust, tout l'écosystème Rust qui aujourd'hui est bien plus vaste qu'il y a 2 ans quand on a commencé le projet. C'est quelque chose qui aujourd'hui nous sert quand on veut faire du développement de certaines choses ou autres. Ça nous permet d'avoir des bases déjà avec Rust et d'approfondir ce qu'on connaît déjà. Tout l'aspect donc containerisation, donc Kubernetes en détail, qu'est-ce qu'un conteneur, comment ça marche, qu'est-ce que Kubernetes, comment il marche, etc. Tout l'aspect donc gRPC, les protocoles RPC qui étaient inconnus pour la plupart d'entre nous avant donc ce projet. On utilisait généralement HTTP pour faire des API ou autre, ce qui est le choix je pense par défaut de beaucoup. Et du coup l'aspect donc tout ce qui est open source, c'est-à-dire de pouvoir savoir comment est-ce qu'un commit est bon, comment est-ce qu'on fait de bonnes PR, comment est-ce qu'on explique notre problème à travers une issue, tout ça c'était quelque chose qui est également bénéfique pour nous aujourd'hui. Et au niveau donc management, on avait donc tout ce qui est travail d'équipe. Donc comme l'a dit Hugo, c'était notre premier gros projet de promo. Du coup, c'était pas facile puisqu'on se connaissait pas tous, on n'avait pas tous les mêmes affinités, on se connaissait pas encore bien. Donc c'était relativement compliqué de coordonner tout ça. Toute la partie donc d'apprentissage en autodidacte, on a dû faire beaucoup de recherches, beaucoup de documentation, beaucoup de POC, ce qui nous a pris du temps. Et la partie aussi qui était relativement sympathique, c'est de résoudre, de finalement prendre un problème qui paraît compliqué et d'essayer de faire une solution la plus simple possible qui permet de résoudre ce problème. Et je pense que c'est quelque chose de très important et qui aujourd'hui en fait résume bien le métier d'ingénieur.
Donc on va finir sur les éventuelles évolutions qu'on pourra avoir sur ce projet. Donc il faut savoir qu'on a eu donc, en deuxième année d'autres projets en Rust. Le premier, la création et le développement de notre propre container runtime, donc à la RunC mais cette fois en Rust, donc qui s'appelle CAPS. Donc par exemple on pourrait à l'avenir remplacer RunC par CAPS, parce que déjà c'est un projet qui est assez déjà abouti. On peut déjà créer des conteneurs avec ce container runtime. L'utilisation de notre propre VMM, donc notre propre gestionnaire de machines virtuelles. Voilà, pourquoi pas, si par la suite on souhaite développer des workloads avec des machines virtuelles, pourquoi pas utiliser ce projet. C'est aussi un projet développé en Rust, et le dernier également. Et pourquoi pas faire à la manière d'un FAS, utiliser donc Quark qui permet de déployer des conteneurs dans des VM. Ok, donc du coup, bon, pour conclure, quelle est la morale à retenir finalement de ce projet pour nous? C'est que finalement, en fait, faut pas hésiter, faut pas avoir peur d'aller plus loin que des documentations ou autre. Vraiment, je pense que la compréhension, elle se fait mieux quand on met les mains dans le cambouis. Enfin, c'est une expression. Et il n'y a pas meilleur moyen, je pense, d'apprendre. Pour nous, on n'a jamais autant appris en termes de compétences bas système qu'avec ce projet-là. Et vraiment, enfin, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous permet de faire ce talk notamment et d'expliquer différents problèmes quand on rencontre des problèmes par exemple avec Kubernetes dans notre boîte ou autre. Et finalement, on voudrait juste finir avec une petite référence à notre chef de département, Arnaud Casteltor, qui nous a toujours dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Et je pense que ce projet, du coup, il illustre parfaitement cette citation, donc j'ai bien aimé mettre ça ici. Et du coup, on voudrait aussi remercier donc, tous les étudiants qui ont participé, donc notre promotion, qui a participé au développement, qui ne sont pas là aujourd'hui malheureusement. Mais du coup, c'est grâce à eux notamment que le projet a pu aboutir. Et également grâce à Samuel Ortiz qui nous a donné ce projet, sans qui je pense qu'on n'aurait jamais osé faire un projet de cette ampleur-là. C'est clair. Donc merci à tous pour votre attention, et si vous avez des questions, on peut y répondre. Merci beaucoup. Du coup, s'il y a des questions ou... On a été trop clair. Ouais, peut-être. On a tout expliqué. Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, il est plus ou moins au même stade que ce qu'on a montré au niveau démo. On a essayé justement pour préparer un peu tout le talk et potentiellement des gens qui seraient intéressés à regarder le projet ensuite. On a préparé du coup une organisation GitHub avec le projet dedans qu'on a essayé de remettre un peu à propre entre guillemets. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait reprendre pour certains d'entre nous dans la promo qu'on aimerait reprendre. Mais c'est vrai que pour l'instant avec les projets à côté de l'école on n'a pas forcément trop de temps. Mais oui, c'est quelque chose qui aujourd'hui est pas mort. Si par exemple vous êtes intéressé par créer une issue ou quoi, il n'y a aucun souci. Enfin, on reçoit les mails, on reçoit les notifs, on vous répond si on le voit ou autre. Voilà. Ouais. Est-ce que vous faites le projet avec toute la promotion? Et une deuxième question aussi. Alors, première question, est-ce que vous faites toujours des projets avec toute la promotion dans ce modèle-là? Et deuxième question, pourquoi vous n'avez pas appelé le Ricklet Morty? Comme ça aurait fait Rick et Morty. Ah, c'est vrai, on n'a pas pensé. Pas pensé du tout. Même, ouais. Mais ouais, au niveau des projets, en fait, on a une chance donc d'être une très petite promo. Donc ce qui permet un peu comme une entreprise, voilà, d'être presque une seule et même équipe. Alors on a un projet fil rouge sur les 3 ans où on est vraiment toute la promotion, donc c'est faire une web app, etc. Un projet web. Mais oui, c'est souvent en équipe, donc on fait presque des projets en équipe. Il y a quelques projets individuels parce que bon, il n'y a pas le choix des fois pour au niveau des notes, etc. de noter individuellement. Mais ouais, c'est une chance. Et pourquoi pas Rick et Morty? On n'y a pas pensé, mais c'est vrai, c'est une très belle référence. Ouais. Merci pour l'idée, on va peut-être y songer. Plus de questions. Ouais. Est-ce que vous pensez de Rust Qu'est-ce qu'on a appris? Déjà qu'il y avait beaucoup plus de librairies en Go qu'en Rust. Du coup, ça nous permettait de faire plus de choses en Go. On va dire si on avait utilisé Go, on aurait peut-être eu plus de facilité avec certaines choses. Mais finalement, en fait, je pense que Rust était un choix relativement cohérent parce que ça nous a permis vraiment en fait, le fait qu'il n'y avait pas de librairie, de vraiment essayer de comprendre et d'aller appeler des API bas niveau.
Parce que si on avait utilisé des librairies qui étaient déjà toutes faites, finalement, on n'aurait peut-être pas forcément eu la compréhension qu'il y a derrière. Donc je pense que Rust nous a permis notamment de comprendre et aussi d'apprendre un nouveau langage qui aujourd'hui a tendance, je pense, à être développé dans les années à venir et à remplacer certains langages qui commencent à être un peu vieux. C'est tout. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va laisser la salle. On va laisser les autres. Au Bon, prochain. merci beaucoup en tout Merci cas. encore. Ici encore.